Voilà, alors on est de retour sur ce webinaire après un petit problème technique, hein, j'ai dû redémarrer le système. Est-ce que le son c'est mieux pour tous ceux qui sont présents? On avait des problèmes de coupure de son, est-ce que c'est réglé pour l'instant? Ok, parfait, j'espère qu'on n'aura pas de nouveau ce genre de problème. Donc on était sur le résumé des accords du 27 novembre hein, au sujet de la Grèce. Je résumais donc qu'est-ce qui avait été décidé hein, le 27 novembre. Justement, c'est la réunion de l'Eurogroupe hein, qui a donné lieu au sauvetage hein, de la Grèce. Hein. C'est le dernier événement important en date au sujet de la Grèce. Hein. Donc on a eu le report du remboursement hein, des prêts consentis dans le cadre du premier plan d'aide. Donc la Grèce commencera à rembourser dans 30 ans hein, les prêts du premier plan d'aide. Ça c'est la première part des accords du 27 novembre. La deuxième part des accords du 27 novembre, c'est que la Grèce va rembourser 10 ans plus tard que prévu hein, les intérêts des prêts consentis par le FESF. Hein. Le FESF c'est l'ancêtre du MES, hein, le fonds de soutien, hein, de la zone euro. Hein. Donc je suis en même temps hein, pour être sûr que vous avez pas de problème de son. Apparemment c'est bon hein, pour l'instant. Donc le FESF hein, c'est l'ancêtre hein, du MES ou plutôt le prédécesseur hein, du MES dont on entend beaucoup parler. Et c'était ce mécanisme hein, qui avait été mis à contribution. Hein, pour le second plan d'aide à la Grèce. Hein. Le MES c'est récent et on n'a pas encore pioché dedans hein, pour venir en aide à la Grèce. Hein. Donc, report du remboursement des prêts du premier plan d'aide, report du versement des intérêts en ce qui concerne ce qui a été prêté par le FESF dans le second plan d'aide, et également le reversement des profits sur les obligations grecques réalisées par la BCE via le SMP. Le SMP, c'est un programme mis en place par la BCE qui a pour objectif de racheter des obligations. Hein. C'est techniquement différent de ce qui a été annoncé il y a quelques mois, hein, le fameux programme OMT, hein, dont on entend parler notamment pour l'Espagne. Hein. Bon, c'est pas le sujet du webinaire de ce soir, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la BCE a acheté beaucoup d'obligations grecques. Hein. C'est peut-être même la BCE le premier détenteur public hein, d'obligations grecques. Et donc les accords du 27 novembre hein, stipulent que la BCE va reverser les profits qu'elle a fait sur les obligations grecques donc à la Grèce. Hein. Et quatrième point, c'est ce qui a été le plus récemment finalisé, hein, c'est le programme de rachat de la dette grecque par la Grèce elle-même. Hein. L'idée c'était que la Grèce rachète auprès de créanciers privés, hein, donc en gros auprès de banques, hein, sa dette pour pouvoir l'annuler. Donc sa dette bien sûr à un cours préférentiel hein, pour pouvoir l'annuler et ainsi réduire son endettement. Hein. Donc l'objectif des accords du 27 novembre c'était de ramener la dette à 124% du PIB en 2020, sachant que le FMI estime que les dettes d'un pays commencent à être soutenables hein, à partir de 120% du PIB, hein, donc à 120% ou moins. Contre 144%, hein, la Grèce se dirigeait vers une dette à 144% du PIB à échéance 2020 sans ces mesures. Hein. Donc on va continuer avec le plan de rachat des obligations. Hein. Donc on a dit hein, que c'était la Grèce qui rachète ses propres obligations hein, pour annuler sa dette. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en mars 2012, on a eu quelque chose de similaire, l'opération PSI, hein, qui avait pour objet hein, d'effacer plus de 50% de la dette grecque détenue par le secteur privé. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a dit au moment de cette opération? On a dit aux banques qui détenaient de la dette grecque, bon bah voilà, vous allez vous asseoir sur 50%, sur plus de 50% de ce que la Grèce vous doit. Et ben c'était en fait rebelote, hein, c'était présenté différemment, mais c'était rebelote hein, pour ce plan de rachat des obligations grecques, hein, vu que la Grèce a racheté pour 31,9 milliards d'euros de dettes à 33,8% de la valeur faciale des obligations. Hein. Donc en gros, hein, elle est allée voir les banques avec une proposition hein, en leur disant voilà, je vous rachète maintenant de la dette à 33,8% de la valeur faciale. Bon, bien sûr, ça se fait
suite à des négociations, hein, je vous rachète ma dette à 33,8% de la valeur faciale, ou alors vous prenez le risque, hein, que je fasse faillite et que vous récupériez rien du tout, hein. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le montant 31,9 c'est supérieur à ce qui était prévu, mais les 33,8% c'est également supérieur à ce qui était prévu. Donc la Grèce a racheté plus de dettes à un cours supérieur à ce qui était prévu, ce qui fait qu'au final, hein, on a un décalage de 450 millions d'euros dans ce qui était prévu, hein, d'économiser, autour de 20 milliards d'euros d'effacement de dette, hein, ça devait donner lieu cette opération, hein. Donc en conséquence, en pourcentage du PIB, on a le fait que grâce à cause de ces 450 millions d'euros d'écart, hein, entre les économies qui vont être réalisées suite à cette opération et les économies qui auraient dû être réalisées selon les objectifs, hein, ça va faire qu'on va avoir la dette de la Grèce à 126,4% du PIB en 2020 contre 124% demandé par le FMI. Alors on a eu une petite phase d'inquiétude suite à ça, hein, parce qu'on s'est dit tiens, bah, le FMI avait été partie prenante, hein, des accords du 27 novembre, mais finalement, hein, une partie de cet accord, hein, va pas être respectée. On a un plan de rachat de la dette grecque, hein, qui s'est pas passé exactement comme prévu. Et on a donc, hein, des perspectives de réduction de la dette qui sont moins bonnes que prévu, hein. Finalement, tout s'est bien passé parce qu'on a l'Eurogroupe, hein, et le FMI qui ont validé le versement de la prochaine tranche d'aide à la Grèce, hein. Donc justement, hein, cette prochaine tranche d'aide, elle sera versée lundi prochain, le 24 décembre, hein. Ça sera un super cadeau de Noël, hein, pour la Grèce, hein. Pour les Grecs, c'est pas vraiment le cas, hein, mais en tout cas pour le gouvernement grec, ça sera un joli cadeau de Noël, hein. Donc la Grèce va recevoir 34,3 milliards d'euros lundi prochain. Tout ça, hein, suite aux accords du 27 novembre et suite au succès relatif, hein, du programme de rachat de sa dette, hein. Encore une fois, hein, donc en gros, hein, suite à des efforts faits d'une part et d'autre, hein, du côté de ses créanciers et du côté de la Grèce elle-même, hein, pour obtenir cette prochaine tranche d'aide, hein. Ça traînait depuis déjà un moment. On se rappelle, il y a quelques semaines, voire maintenant quelques mois, hein, qu'on avait eu de multiples missions de la Troïka. La Troïka, c'est la BCE, l'UE et le FMI, hein. Quand on parle de la Troïka, en général, on parle des inspecteurs de la Troïka, hein, qui viennent à Athènes pour regarder si le pays met bien en place, hein, toutes les mesures d'austérité qui ont été requises. Donc on avait eu pendant des semaines la Troïka, les inspecteurs qui étaient à Athènes, qui vérifiaient qu'on avait eu une bonne mise en place des mesures. Deuxième étape, on a l'Eurogroupe, hein, qui constate que les mesures qu'on a demandées à la Grèce, hein, ont bien été mises en place, et en conséquence, hein, fait un pas en avant avec toutes les mesures destinées à réduire l'endettement de la Grèce, hein, qu'on a vu précédemment. Donc si on veut, alors je regarde quelques commentaires. Donc si on veut résumer, hein, c'est avec la Grèce, hein, c'est l'idée de la carotte et du bâton, hein. On demande des mesures d'austérité à la Grèce, on vérifie qu'elle les applique bien. Si elle les applique bien, on lui verse de l'argent, on fait des efforts, hein. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait avec cet accord de l'Eurogroupe, hein, qui faisait quand même pas mal de cadeaux à la Grèce, hein. Le report du remboursement des prêts, le reversement des bénéfices faits sur la dette grecque par la BCE, et puis permettre à la Grèce, hein, de racheter ses obligations, hein, à des côtés, hein, à un prix bien inférieur à leur valeur réelle, hein. Tout ça, c'est des cadeaux faits à la Grèce, hein, en échange des mesures d'austérité, hein, qu'elle a bien voulu mettre en place, hein, avec plus ou moins d'application. Donc, on va avoir maintenant une prochaine. Donc là, on a celle du 24 décembre de 34,3 milliards d'euros. C'est sûr que la Grèce va la recevoir. On va avoir une prochaine tranche d'aide de 14,8 milliards d'euros, hein, qui devrait être débloquée sous condition d'ici mars. Alors ces conditions, quelles sont-elles? Déjà la validation par le Parlement d'une réforme sur les taxes, incluant une hausse du coût de l'électricité au mois de janvier. Faut se rappeler que ça devient difficile de mettre en place de l'austérité en Grèce, parce que pour parler cru, hein, le pays a déjà été saigné à blanc, hein. On a les Grecs, hein, qui sont vraiment massivement au chômage. On a la Grèce qui est récemment passée devant l'Espagne en termes de taux de chômage, hein, avec un record pour la zone euro.
Donc on a vraiment un pays qui a été mis à mal par l'austérité. On a une population qui a vraiment assez largement pâti des mesures qu'on a fait mettre en place au pays, hein, et on va avoir le pays qui va devoir faire passer de nouvelles mesures, hein, très impopulaires, notamment une hausse du coût de l'électricité. Ça c'est pour le mois de janvier. On aura ensuite encore quelque chose d'autre, hein, de pas très populaire, hein, une mise en place d'un plan sur 3 ans pour réduire les dépenses des autorités locales et des hôpitaux. Ça c'est pour le mois de février. Et enfin, on attend un rapport sur les ressources humaines de la fonction publique qui devrait établir le nombre de suppressions de postes par trimestre jusqu'en 2014. Hein. Alors je vous demande une minute, j'ai quelques commentaires, je vais voir si ça concerne le son. Non, apparemment tout est ok. Donc voilà, donc là pour l'instant on en est au versement de 34,3 milliards d'euros. Il y a encore 14,8 milliards d'euros en suspens. Et on va avoir, hein, la Grèce qui va devoir remplir certaines conditions, hein, pour pouvoir recevoir ces 14,8 milliards d'euros supplémentaires. Hein. Donc là on a quelques détails, on va essayer de prendre un peu de recul. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la Grèce en 2013 ? Selon l'OCDE, on a le PIB qui devrait progresser de 0,5% et le déficit public, hein, qui devrait atteindre 5,3% du PIB. Le FMI a d'autres prévisions, est plus optimiste au sujet de la croissance, hein, avec un PIB attendu en hausse de 1,5% et un déficit 2013, hein, attendu à 5,2% du PIB. On a de son côté, hein, de leur côté, les inspecteurs de la Troïka, enfin un rapport, hein, de la Troïka qui anticipe un retour à la croissance pour 2014. Hein, ça c'est des informations assez récentes, hein, qui datent d'hier. Et on a la Banque centrale grecque, hein, qui est carrément moins optimiste, hein, et qui prévoit une récession de plus de 6% pour 2012 et de 4 à 4,5% pour 2013. Hein. Donc on a vraiment pas mal Alors est-ce que les Grecs ont réduit le nombre de fonctionnaires ? Pour l'instant c'est quelque chose auquel ils n'ont pas voulu toucher. Et c'était vraiment un point noir. C'était d'ailleurs pour ça, hein, qu'on avait les négociations avec la Troïka qui ont traîné il y a quelques semaines quand on avait les inspecteurs qui étaient à Athènes. Ça coinçait justement sur ce point de vue-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu les inspecteurs qui étaient allés à Athènes, qui avaient écourté leur mission à Athènes pour mettre la pression un peu sur le pays. Et il s'était avéré, hein, au final, que c'était justement parce que la Grèce, hein, voulait pas toucher au nombre de fonctionnaires. Donc pour l'instant, elle n'a encore rien fait. Excusez-moi. Mais elle a fini par accepter ça, hein, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Elle va devoir présenter d'ici mars, hein, un plan de réduction des effectifs, hein, justement. Donc elle a déjà accepté de le faire. Maintenant, il faut que ça soit mis en place. Hein. Mais pour l'instant, c'est une des seules choses, hein, qui n'a pas été touchée. Hein. Les salaires ont été baissés, mais le nombre de fonctionnaires, il n'y a pas eu de licenciement, hein, au niveau des fonctionnaires. Donc alors, maintenant plus intéressant, les risques de nouveaux dérapages, hein, pour la Grèce. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chômage va continuer à augmenter. Ce qui veut dire que on va avoir une grogne populaire qui va augmenter. Ça va être de plus en plus difficile, hein, ça va être encore plus difficile de mettre en place l'austérité. Alors on me fait une remarque, on me dit qu'en gros c'est le secteur privé qui se fait saigner, comme en France. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est encore plus marquant pour la Grèce. Parce que là, quand vous dites c'est le secteur privé qui se fait saigner, vous sous-entendez que il y a des licenciements dans le secteur privé qui est mis à mal par l'austérité, mais c'est encore plus vrai au sujet de la dette. Hein. Pour l'instant, on n'a que le secteur privé, hein, c'est-à-dire les banques, et puis peut-être les particuliers aussi qui ont acheté de la dette grecque à un moment, qui ont fait face à des effacements de dette. Hein. Ce qu'il faut noter, c'est que
environ 70% de la dette grecque, elle est détenue par du secteur public, hein, par la BCE notamment, et que ça, on n'y a pas touché pour l'instant. Hein. Ça, on n'a pas effacé de la dette qui est détenue par la BCE, on a effacé de la dette uniquement qui est détenue par le secteur privé. Hein. Alors j'ai d'autres commentaires. Ok, j'ai des commentaires sur des choses qui vont arriver, hein, donc on va y venir. Hein. Donc, oui, c'est le secteur privé qui se fait saigner de manière détournée, hein, c'est-à-dire on demande des économies, hein, et au final, hein, forcément, les économies, ça débouche quelque part sur des licenciements. Hein, mais bon, on peut quand même dire que les fonctionnaires ont été un peu touchés en Grèce, hein, vu que on a eu des réductions de salaire, hein, ça c'est du sûr. Hein. Alors on me dit le PIB c'est le secteur privé qui le crée. Il y a une partie, hein, qui est créée par le secteur privé, une partie qui est créée par le secteur public. Hein, c'est le PIB, c'est toute la richesse, hein, créée par le pays. Hein, et puis faut aussi noter que le PIB, hein, il dépend dans les économies développées énormément de la consommation, et que dans des pays où il y a beaucoup de fonctionnaires comme la Grèce, hein, si on a des fonctionnaires, hein, qui sont tous au chômage, on n'a plus personne, hein, qui est là pour dépenser, et donc on a forcément, hein, les entreprises privées, hein, qui font plus de bénéfices, et le PIB qui décroît. Hein. Donc le PIB est créé par le secteur privé, oui et non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on saigne le secteur public aussi, hein, on va avoir un impact, hein, forcément sur les entreprises privées et puis sur le PIB. Hein. Alors on me demande si un régime trop drastique peut sauver la Grèce avec un effet yo-yo. Alors ça c'est toute la question, c'était justement un débat animé ces derniers mois. Hein. On se demandait dans la zone euro si on n'était pas allé trop loin avec l'austérité, avec les impacts sur la croissance qu'on voit. Hein. On a eu récemment la BCE qui a revu en baisse ses perspectives de croissance pour la zone euro. On se rend compte que l'austérité ça a du bon, hein, c'est-à-dire qu'on est moins endetté, mais aussi, hein, ça a forcément des impacts sur la croissance. Mais si on en croit notamment, hein, une longue interview de Mario Draghi dans le Financial Times, hein, qui est paru assez récemment, il y a 2-3 jours, d'après lui, pour l'instant, on connaît que les effets négatifs et les effets positifs vont se faire sentir, hein, donc à voir. Mais c'est vrai qu'en Grèce, on a du mal à voir comment ils peuvent s'en sortir, hein, parce que là, pour l'instant, hein, l'austérité, bon, ça leur a permis d'obtenir de l'aide. Hein, concrètement, c'est ça. Hein, concrètement, ils ont fait preuve de bonne volonté avec de l'austérité, et la zone euro les a mis sous perfusion. Mais au niveau de sa situation, au niveau de la situation réelle du pays, hein, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration pour l'instant grâce à l'austérité. C'est d'ailleurs pour ça que la population grecque, hein, est très en colère et fortement anti-européenne. C'est parce que pour l'instant, hein, ils voient pas l'intérêt de l'austérité. Hein. Donc on revient au point sur les nouveaux dérapages possibles en Grèce. Hein. Donc on a des risques de récession plus importantes que prévu qui font peser des risques sur les objectifs fixés par l'Eurogroupe. Hein. Encore une fois, c'est la carotte et le bâton. Hein. Si on a la Grèce qui remplit pas ses objectifs, on a le risque, hein, qu'on arrête de l'aider, hein, et qu'elle soit de nouveau menacée, hein, par la faillite. Donc faut savoir que les objectifs, hein, sont fixés en fonction des prévisions, et que si ces prévisions dans la réalité, hein, et si les résultats réels s'écartent des prévisions, on a tout qui est chamboulé. Hein. Donc on a encore le risque, hein, de voir la Grèce afficher une récession plus importante que prévu, hein, cette année. En 2013, hein, pour l'instant le FMI et l'OCDE prévoient pas de récession en 2013, hein, mais c'est tout à fait possible que ça dérape, hein, donc tout ça, ça fait peser un risque sur de nouveaux dérapages, hein, en Grèce. On a toutefois, en cas de dérapage, la zone euro qui devra prendre des mesures nécessaires pour réduire la dette sous les 110% du PIB après 2022. Hein. Ça, c'est un engagement dont on n'a pas beaucoup parlé et qui a été obtenu sous la pression du FMI, justement lors des accords de l'Eurogroupe du 27 novembre. Hein. C'était dans les petites lignes de l'accord, hein, le FMI a exigé que la zone euro s'engage à faire le nécessaire. Donc c'est vague pour l'instant, hein, pour réduire la dette sous les 110% du PIB après 2022. Hein. Donc on va y venir, mais ça voudra peut-être dire justement mettre les détenteurs publics de dette grecque, hein, à contribution. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on a un risque politique
en Grèce, on va avoir, alors la Grèce, ça va mettre des années à être réglé. On parle là d'échéances à 2020-2022, va y avoir plusieurs élections avant qu'on arrive à ces échéances, et on a toujours le risque de voir des gouvernements au pire extrémistes, ou alors moins pire, des gouvernements anti-européens qui arrivent au pouvoir. Et dans ce cas-là, on pourrait les voir peut-être claquer la porte de la zone euro, parce qu'ils se sentiraient justement trop saignés par l'austérité. Donc il y a un risque politique qu'il faut pas oublier. On a un gouvernement en place avec lequel la zone euro arrive bien à discuter. Mais il reste tout à fait possible qu'on ait des changements politiques qui font que on revienne sur le sujet de la sortie de la Grèce de la zone euro. C'est un régime démocratique, la Grèce, comme tous les régimes de la zone euro, et au bout d'un moment, une population pas contente, elle fait changer les dirigeants, et si elle met des dirigeants anti-européens au pouvoir, ils pourront peut-être prendre le risque de courir à la faillite, de sortir de la zone euro, et tous ces dossiers pourraient être de nouveau mise en avant. Donc il y a un risque politique important à l'avenir pour la Grèce. Il faut pas oublier que tout ce qu'on met en place actuellement, tout ce qu'on prévoit, c'est sous réserve que on s'entende bien avec le gouvernement de la Grèce. C'est sous réserve que le gouvernement de la Grèce reste docile, parce que c'est le mot. Le gouvernement de la Grèce est docile vis-à-vis de la zone euro. Il n'a pas le choix s'il veut éviter la faillite. Mais on peut tout à fait voir arriver au pouvoir en Grèce des gouvernements qui seraient beaucoup moins dociles et qui préféreraient prendre le risque de sortir de la zone euro, même si tous les économistes disent que ça serait catastrophique pour la Grèce. On sait qu'il y a certains partis, notamment très à gauche, dans tous les pays qui sont pas très très forts en économie, donc ils pourraient arriver à prendre ce risque. Il faut pas compter non plus sur la population. La population, comme dans tous les pays, elle a beau être plus ou moins éduquée, pour qu'elle comprenne tout ça, il faut qu'elle soit éduquée en économie. Donc il faut pas non plus compter sur la sagesse populaire qui va se dire l'austérité, c'est bon pour nous, il faut qu'on continue là-dessus. Donc il y a vraiment un risque politique qui est assez énorme. D'ailleurs, on voit mal comment la Grèce va arriver à maintenir, comment on va arriver à continuer à avoir des gouvernements pro-européens au pouvoir en Grèce, avec tout ce que la zone euro demande comme mesure d'économie. On met littéralement la Grèce à genoux, même si c'est nécessaire. Faut pas oublier qu'à la base, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Les problèmes de la Grèce, ça vient de l'entrée dans la zone euro, et on le rappellera jamais assez, les problèmes de la Grèce viennent du fait que les Grecs ont falsifié leurs comptes pour rentrer dans la zone euro. Ça c'est de notoriété publique. Si on n'avait pas eu ça à la base, on n'en serait peut-être pas là au sujet de la Grèce. On leur aurait peut-être demandé de faire le ménage avant de rentrer dans la zone euro. Quoi qu'il en soit, maintenant ils sont dans la zone euro, et le fait qu'ils puissent sortir, ça serait effectivement quelque chose d'assez négatif pour la monnaie européenne. Donc on termine là-dessus sur le risque politique qui est important pour générer de nouveaux dérapages dans le cadre du dossier grec, comme beaucoup l'appellent maintenant. Alors, pour 2013-2014, on a des possibles nouvelles évolutions. On a un possible effacement partiel de la dette grecque détenue par le secteur public. On a parlé de l'opération PSI qui s'est passée en mars. On a parlé du plan de rachat de la dette grecque décotée par la Grèce elle-même. Tout ça, c'est mettre à contribution les banques, le secteur privé, pour qu'ils fassent une croix, tout simplement, sur ce que la Grèce leur doit. Il se pourrait que en 2013-2014, on soit obligé de mettre à contribution le secteur public, et notamment la BCE, qui détient des obligations grecques, en lui demandant d'effacer une partie de ce que la Grèce lui doit. C'était une question qui était en discussion à l'Eurogroupe du 27 novembre, mais l'option n'a pas été retenue sous la pression d'Angela Merkel. Donc l'Allemagne refusait catégoriquement que on efface de la dette grecque détenue par la BCE. Ça serait vraiment, même d'un point de vue légal, assez compliqué, parce que ça reviendrait peu ou prou pour la BCE à financer directement
un État, hein, au lieu de lui prêter de l'argent, elle lui donne de l'argent, hein, vu qu'elle efface une partie de ce qu'elle lui a prêté, et ça serait contraire au statut de la BCE. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été retenu, hein, dans les solutions à apporter pour la Grèce, hein, lors de l'Eurogroupe du 27 novembre. Alors pourquoi ça n'a pas été retenu? Parce qu'on a en novembre 2013 des législatives en Allemagne où Angela Merkel joue sa place, et l'effacement de la dette grecque, hein, ça l'aurait mis à mal dans l'opinion publique, et ça aurait mis en danger sa réélection. Hein. Donc il y a un peu d'avis personnel, hein, dans cette affirmation, mais cet avis personnel, hein, je lis la presse, hein, je suis pas le seul à l'avoir, hein, donc effectivement, hein, c'est si on a eu une pression allemande, hein, pour pas qu'il y ait tout de suite un d'effacement de la dette grecque, c'est lié, hein, aux prochaines élections en Allemagne en novembre 2013, et Angela Merkel, hein, voulait pas être responsable de ça, hein, avant de jouer sa place. Hein. Donc du coup, il est possible qu'on envisage après ces élections allemandes un effacement de la dette grecque, et d'ailleurs, elle l'a récemment dit, hein, dans des entretiens à des journaux allemands, hein, elle a dit que c'était possible en 2013-2014, hein, d'effacer partiellement, hein, la dette grecque détenue par le secteur public. Si la Grèce poursuit ses efforts, hein, c'est encore le système de la carotte et du bâton. On va voir si la Grèce tient la route en 2013 au sujet des réformes qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre. Et puis peut-être qu'après, hein, on décidera de faire encore un geste en effaçant de la dette détenue par le secteur public. Hein. Donc voilà pour le point sur la Grèce. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire si on revenait depuis le début de la dette grecque, hein, mais là, le sujet, c'était de revenir sur les derniers développements et puis surtout d'essayer de faire un peu de prospective, hein, sur ce qui pourrait se passer l'année prochaine en Grèce. Donc si on conclut, l'Europe a acheté du temps pour la Grèce, hein, parce que finalement, hein, on lui a évité la faillite à court terme, mais on a beau essayer de prévoir, hein, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour la Grèce. On parle d'objectifs de dette, hein, en 2020-2022, et comme je l'ai dit, hein, on a c'est dans 10 ans, hein, on a vraiment entre-temps, hein, du risque politique, hein, ça on n'en entend jamais parler quand on parle de l'avenir de la Grèce, hein, on n'entend jamais parler de la possibilité de voir un gouvernement totalement anti-européen arriver au pouvoir et puis mettre à terre, hein, tous les efforts qui ont été faits pour aider la Grèce. Hein. Mais pour l'instant, on a acheté du temps, hein, mais il est loin d'être sorti d'affaire le pays. Hein, mais en ce qui concerne le forex, en ce qui concerne le trading, c'est pas un dossier qui devrait être source de tension, hein, sur le marché à court terme. Même si, comme on l'a vu, on a encore 14,8 milliards d'euros qui doivent être versés début 2013. Ça pourrait donner lieu à des discussions. Hein. On a vu les conditions, hein, pour verser cette ultime tranche d'aide, hein, de 14,8 milliards d'euros. Mais bon, si disons que la Grèce là n'est plus vraiment au bord de la faillite, hein, quand elle devait recevoir, hein, avant les accords de l'Eurogroupe du 27 novembre. Elle était vraiment au bord de la faillite, et les 34,3 milliards d'euros qu'elle va recevoir lundi, hein, elle en a vraiment besoin, hein, pour éviter la cessation de paiement. Ça sera moins le cas avec les 14,8 milliards d'euros qu'elle doit recevoir d'ici mars, hein, donc, et puis c'est un montant inférieur. Hein. Donc du coup, si on a des discussions et des doutes au sujet de cette ultime tranche d'aide, ça aura certainement moins d'impact que ça en a eu pour la tranche d'aide plus importante, hein, qui a été validée. Alors on me fait la remarque que c'est pour ça qu'ils touchent pas aux fonctionnaires, hein, les votes. Oui, mais ils touchent quand même aux fonctionnaires, hein, vu qu'ils ont réduit les salaires, et puis ils ont touché à pas mal de choses, hein, qui touchent les fonctionnaires, hein, les hausses de TVA, là bientôt les hausses de l'électricité. Bon, ils ont beau conserver les postes des fonctionnaires pour l'instant, les fonctionnaires, hein, peuvent quand même être mécontents, hein, du gouvernement, parce que dans leur vie quotidienne, hein, ils sont comme tout le monde, hein, touchés par l'austérité. Bon, ils sont pas au chômage, mais ils gagnent moins, ils payent plus d'impôts, ils payent des produits plus chers avec les hausses de la TVA. Donc ils ont aussi pas mal de sources de mécontentement vis-à-vis du gouvernement grec. Hein. Voilà, donc on va passer à un autre sujet maintenant.
la dernière réunion de la Fed, on va revenir sur, le moins qu'on puisse dire, la politique monétaire plus qu'accommodante de la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale des États-Unis. Alors, petit rappel, le QE3 qui a été lancé au mois de septembre, QE ça veut dire Quantitative Easing, en français assouplissement quantitatif. C'est un instrument de politique monétaire qui est en gros destiné à injecter des fonds dans l'économie via des rachats d'actifs pour stimuler la croissance. On injecte de l'argent dans l'économie et on espère que ça ressorte sous forme de croissance. Schématiquement, c'est tout à fait ça. Alors, en septembre, la Fed a annoncé le QE3. Comme son nom l'indique, il y a eu QE1, QE2. À la base, c'était les QE1 et QE2, c'était des injections de liquidité chiffrées, et c'était des injections de liquidité, excusez-moi, cadrées. Donc là, le QE3, la grande révolution, c'était qu'on était sur quelque chose d'illimité, avec un montant mensuel de rachat d'actifs. Donc la Fed a annoncé son intention de racheter pour 40 milliards de dollars mensuels de MBS. Les MBS, c'est des obligations adossées aux créances hypothécaires, donc c'est des actifs, ça revient à acheter des actifs, mais le fait que ça soit des obligations adossées aux créances hypothécaires, c'est intéressant parce que ça montre que la Fed considère qu'il y a un rôle important du marché immobilier, dans la crise aux États-Unis. Alors, on me demande la relation entre l'inflation, les taux en fonction de les taux et l'IPC et le chômage. On va y venir justement quand on va parler des taux directeurs et puis de l'influence des programmes quantitatifs sur les devises. Vous me direz si j'ai pu répondre à vos questions ou si ça n'a pas été le cas, mais je pense que certaines des réponses que vous attendez vont se trouver dans mes prochains commentaires. Donc c'est un instrument de politique monétaire, tout comme les taux directeurs. En fait, les banques centrales, elles ont deux épées, une épée dans chaque main, le taux directeur et puis les injections de liquidité. C'est l'équivalent des QE pour faire aux États-Unis, en Europe par la BCE, c'est les LTRO. C'est quand on a fait des prêts, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, très certainement si vous suivez l'actualité. Au cours de l'année 2012, la BCE a fait des prêts massifs aux banques. C'est une autre manière d'injecter des liquidités dans l'économie. Là, la Fed rachète des actifs, la BCE a prêté massivement de l'argent aux banques. Bon, c'est un peu différent parce que c'est pas des achats directs. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, on a l'arme des assouplissements monétaires et l'arme du taux directeur. On va faire un point théorique justement sur l'impact de ces deux outils sur les devises. Alors on parle de l'opération Twist, justement, je vais y venir. Là je parle de la réunion de la Fed de septembre, pour donner la base. C'était le QE3, je parle pas de la dernière réunion. La dernière réunion, j'y viens, où on a parlé de l'opération Twist. Donc justement, la dernière réunion de la Fed, qu'on peut appeler l'annonce d'un QE4 déguisé. Donc on a passé le QE3 ou QE4, où on peut dire qu'on a passé le QE3 de 40 à 85 milliards de dollars mensuels de rachat d'actifs, soit on peut dire qu'on a carrément lancé un QE4. Alors la Fed se défend du fait que ça soit un QE4 parce que les 45 milliards de dollars de rachat d'actifs mensuels supplémentaires qu'elle a annoncé, c'était en remplacement d'une autre opération, l'opération Twist. L'opération Twist, c'était de l'allongement de maturité de bons du trésor, c'est-à-dire qu'on décale l'échéance du remboursement des obligations américaines.
Ça revient au même que d'injecter des fonds dans l'économie. C'est au lieu d'en injecter, on n'en retire pas. Schématiquement, encore une fois, l'objectif c'est pas de rentrer dans le détail, l'objectif c'est vraiment d'essayer de comprendre schématiquement comment les choses fonctionnent. Donc qu'est-ce qu'on a annoncé à la dernière réunion de la Fed? On a annoncé 45 milliards de rachats du bon du trésor, en plus des 40 milliards de dollars d'obligations adossées à des créances hypothécaires, ce qui fait que la Fed rachète maintenant 85 milliards de dollars mensuels d'actifs. La Fed injecte en gros 85 milliards de dollars dans l'économie américaine tous les mois. C'est assez énorme. Et c'est pas la seule chose qu'elle a annoncé lors de cette dernière réunion. Elle a fait d'autres annonces intéressantes. Elle a changé ce qu'on appelle la guidance sur le taux directeur. Alors qu'est-ce que c'est la guidance? C'est un terme qu'on utilise surtout en anglais. C'est un anglicisme que je fais ici. Mais c'est en gros le mode d'emploi pour essayer de savoir là en l'occurrence quand est-ce qu'elle remontera son taux directeur. Alors je rappelle que je vais faire un point après sur l'influence des taux directeurs, l'influence théorique des taux directeurs et des assouplissements monétaires sur notamment les devises. Donc les autres annonces, en plus du QE4 déguisé, c'était le changement de la guidance sur le taux directeur. Avant, la Fed, elle annonçait depuis des mois qu'elle remonterait le taux directeur à partir de mi-2015. C'est-à-dire, elle donnait une date, elle disait, bon là on a les taux à zéro, on va commencer à les remonter à la mi-2015. Elle a changé de discours, c'était même peut-être aussi important que l'annonce des 45 milliards de dollars de rachat de bons du trésor. Elle a dit qu'elle remontera le taux directeur quand le taux de chômage passera sous les 6,5%, sous réserve que l'inflation ne dépasse pas les 2,5%. Alors on explique un peu la relation entre le taux directeur et l'inflation. Quand on baisse le taux directeur, schématiquement on rend l'argent moins cher. Donc forcément, si on rend l'argent moins cher, les prix ont tendance à augmenter. Donc le fait de maintenir les taux à zéro, ça peut générer de l'inflation. C'est pour ça que la Fed elle dit qu'elle maintiendra les taux à zéro sous réserve que l'inflation ne dépasse pas les 2,5%. Et comme ces taux à zéro, c'est aussi destiné à soutenir l'économie. Alors pourquoi ça soutient l'économie? Parce que quand on a des taux à zéro, le taux directeur, bon, j'empiète un peu sur la suite, mais le taux directeur, c'est le taux qui définit tous les autres taux. Quand le taux directeur baisse, on a tous les taux qui baissent, ce qui veut dire que c'est moins cher de faire des prêts, que ça soit à la consommation, à l'investissement, des prêts immobiliers. Donc du coup, ça stimule la croissance. Quand on a l'argent qui est moins cher, on a les gens qui dépensent plus, et ça stimule la croissance. C'est pour ça que on baisse les taux directeurs pour pouvoir stimuler la croissance. On parlera ensuite de l'influence plus directe sur les devises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed baisse le taux directeur pour stimuler la croissance, et donc avec in fine l'objectif de faire baisser le taux de chômage, parce que si on a de la croissance, on a de l'emploi, etc. Alors elle a dit qu'elle maintiendra le taux à zéro tant que le taux de chômage passera pas sous les 6,5%. Et c'est important ça, pourquoi? Parce que selon les prévisions, notamment de la Fed elle-même, il y a peu de chances qu'on soit passé sous les 6,5% à la mi-2015. Donc en gros, la Fed a annoncé qu'elle allait maintenir ses taux à zéro pour une période encore plus exceptionnellement longue qu'elle ne le disait auparavant. Donc ça, c'est le deuxième point important de la dernière réunion de la Fed. On va maintenant faire un point un peu plus théorique sur l'impact du taux directeur et des QE sur le dollar. Alors tout d'abord, le taux directeur, comme on l'a dit, c'est le taux à la base de tous les taux. Ce qu'il faut savoir, alors on a expliqué le rapport sur la croissance entre le taux directeur et la croissance. Quand on a un taux directeur bas, on a l'argent qui est moins cher, donc ça stimule l'investissement, la consommation, etc. Et ça stimule la croissance. Mais le revers de la médaille, c'est quand on a des taux bas, on a aussi une plus basse rémunération des dépôts et des actifs qui sont liblés en dollars, qui sont cotés en dollars. Donc du coup, on a une baisse de la demande de dollars sur le marché, et ce qui nous donne une baisse du dollar par loi de l'offre et de la demande, et puis une baisse du dollar sur la paire euro-dollar, ça se traduit par une hausse. Donc en gros, des taux bas, c'est un facteur baissier
pour le dollar et donc un facteur haussier pour l'euro-dollar. C'est pour ça qu'on a eu notamment une réaction haussière une réaction haussière sur l'euro-dollar à la dernière réunion de la Fed. C'était parce que, selon les commentaires de Ben Bernanke, on avait bien compris que le fait qu'il décide de dire qu'il remontera les taux à partir du moment où le chômage descendrait sous les 6,5%, c'était une manière de dire le taux restera plus bas encore plus longtemps que prévu. Au sujet du QE, les QE, comme on l'a dit, c'est des injections de liquidité. La Fed injecte des dollars dans l'économie. Quand on dit, Ben Bernanke fait tourner la planche à billets, ou quand on voit des caricatures de Ben Bernanke qui jette des billets depuis un hélicoptère, c'est vraiment ça. C'est un phénomène d'injection de dollars, de création de dollars, et il y a un phénomène de dilution qui s'opère. C'est la même chose qui se passe sur les actions quand on a une société qui vaut 100 quand elle a 10 actions chaque action vaut 10 si on décide qu'il y a 20 actions la valeur des actions va être divisée par 2. Donc là c'est pareil quand on a la Fed qui injecte des liquidités, ça affaiblit le dollar par phénomène de dilution tout simplement. Il y a plus de dollars en circulation, donc le dollar est moins fort, le dollar vaut moins cher. Donc on a non seulement annoncé à la dernière réunion de la Fed qu'on allait avoir des taux directeurs à zéro encore plus longtemps que prévu, et on a aussi annoncé qu'on allait injecter encore plus de dollars dans l'économie que prévu. Ça c'est deux facteurs baissiers pour le dollar et donc haussiers pour l'euro-dollar, ce qui fait que la dernière réunion de la Fed a eu un impact haussier sur l'euro-dollar. L'impact haussier est resté était très visible, mais est resté quelque peu limité parce qu'on avait largement anticipé ces décisions. Alors, on me pose une question, la Fed appréhende l'inflation ou baisse le dollar alors qu'il est... Alors on me demande si la Fed ne serait pas à court d'armes pour créer l'inflation. Un des mandats de la Fed, c'est de faire en sorte que l'inflation s'envole pas. Donc à ma connaissance, ça a jamais été dans l'objectif de la Fed de créer de l'inflation. Là au contraire, si on en croit les derniers propos de Ben Bernanke, il reste prudent vis-à-vis de l'inflation. Et il dit que il arrêtera avec cette politique monétaire accommodante si on a l'inflation qui dérape. Donc là, en l'occurrence, dernièrement, ses préoccupations, c'est plutôt d'éviter que l'inflation dérape, plutôt que de faire en sorte que l'inflation augmente. Alors comment ça se passe concrètement un QE en gros il y a un phénomène de création monétaire. La Fed, quand on dit faire tourner la planche à billets, c'est pas qu'une image. Les banques centrales c'est les seules autorisées à créer de la monnaie. La BCE c'est la seule à détenir les clés de la masse monétaire pour l'euro. La Fed c'est la seule à détenir les clés de la masse monétaire pour le dollar. Donc en gros, sans rentrer dans les détails ultra techniques que peut-être même je maîtriserai même pas, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la Fed qui a entre les mains la création de monnaie quand elle injecte des liquidités dans l'économie. Elle les sort un peu de nulle part. C'est tout simplement elle crée l'argent dont elle a besoin sous la houlette de son conseil des gouverneurs. En gros, ça se passe un peu comme à la BCE. Ben Bernanke qui est pas le seul à décider. Il y a tous les présidents des 12 districts régionaux de la Fed qui décident également. Mais quand on dit que la Fed rachète des actifs, c'est pas elle prend de l'argent pour le mettre ailleurs, ça serait pas des injections de liquidité, c'est elle crée de la monnaie pour acheter des actifs. À la limite, les QE c'est une manière d'injecter des dollars dans l'économie. On pourrait, si on schématisait vraiment les choses, on pourrait dire que ça pourrait revenir la Fed pourrait également décider de distribuer des billets à la population pour faire tourner l'économie, mais elle aurait moins de contrôle sur ce qui se passe.
Alors on me dit que les banques privées initient de la création monétaire à chaque crédit accordé. Oui, c'est pas faux, mais les banques centrales ont une influence sur cette création monétaire via justement le taux directeur sur lequel se base la plupart des crédits et les banques centrales, c'est les banques des banques, donc il y a des relations entre les banques centrales et les banques privées qui font que les banques centrales ont un certain regard et un certain contrôle. Toutes les banques privées, faut remonter des informations aux banques centrales, et ça permet quand même un certain contrôle de la part de la banque centrale. Alors on me dit les QE ça prend quelle forme? Réserve obligatoire? Les QE c'est la Fed qui achète pour son compte des actifs. Quand la Fed rachète des bons du Trésor, ça veut dire que la Fed elle achète des obligations américaines, elle prête de l'argent au gouvernement américain. La Fed, bon, on va pas, on pourrait discuter des heures sur le fonctionnement de la Fed, qui est d'ailleurs assez compliqué. Il faut savoir que si on remonte un peu, la chaîne de commandement, il y a du privé dans la Fed, c'est pas que du public, donc c'est un peu compliqué par rapport à la BCE, le financement de la Fed, mais non, quand la Fed fait des QE, elle rachète simplement des actifs, comme n'importe quel agent économique. Si elle rachète des bons du Trésor américain, elle achète des obligations américaines. Donc elle prête de l'argent aux États-Unis comme n'importe quel pays pour n'importe quel particulier pour acheter des obligations américaines. Alors, on me dit pourquoi des injections de liquidité, donc baisse du dollar, si la Fed ne veut pas de cette baisse. Alors, j'ai jamais dit que la Fed voulait pas la baisse du dollar. Ça peut même être quelque chose, qui peut lui être favorable. Si on a un dollar qui est faible, on a des exportations américaines qui sont importantes. Donc là, il n'y a pas, la Fed se préoccupe pas vraiment de la valeur du dollar. En tout cas en ce moment. Là, ce que cherche à faire la Fed, c'est stimuler la croissance. Et en injectant des liquidités, elle espère que ça va ressortir, à un moment sur la croissance. C'est pas, c'est presque, on pourrait presque dire que c'est pas une science exacte. Il y a même certains Fed Watchers, comme on les appelle aux États-Unis, des analystes spécialisés sur la Fed, qui estiment que Ben Bernanke, il joue à pile ou face en faisant des QE et qui croise les doigts pour que ça ressorte positivement sur la croissance. Donc tout ceci, ça reste vraiment très complexe, mais c'est vrai qu'à la base, d'un point de vue théorique, c'est censé ressortir sur la croissance. Alors on me dit la Fed a bien un bilan, oui bien sûr. Des comptes de résultats, ça je sais pas si elle la publie, mais on me demande d'où viennent ces revenus. Ça devient assez compliqué, comme je vous l'ai dit, il y a du privé dans la Fed. Alors ce que je vous propose, c'est que ce point macroéconomique, on va le faire tous les mois. Et comme je vous l'ai dit, on n'aura pas forcément matière à faire un point sur plusieurs sujets comme ça tous les mois. Vous venez de me donner une idée. On a chez Professeur Forex un bon spécialiste du fonctionnement de la Fed, qui pourra vous donner son avis et ses critiques sur le fonctionnement de la Fed. Ce que je vous propose, c'est de vous préparer pour dans un mois un webinaire spécialisé sur le fonctionnement de la Fed détaillé. Vous allez en apprendre vraiment on peut dire des vertes et des pas mûres. C'est vrai que l'historique de la Fed et puis sa composition, l'origine de ses fonds, etc. Ça peut étonner certains. Donc oui, on a un bon spécialiste qui suit bien l'histoire de la Fed chez Professeur Forex. Moi, je suis plus à classer dans les pédagogues que dans les spécialistes. Donc on a vraiment un bon spécialiste de la Fed qui interviendra le mois prochain pour vous faire une présentation détaillée du fonctionnement de la Fed. Je vous remercie. L'idée du prochain sujet est trouvée. Donc, en gros, les taux directeurs à zéro et les injections de liquidité, c'est des facteurs baissiers pour la devise qui est concernée, en l'occurrence le dollar. Et à la dernière réunion de la Fed, on a eu
les taux bas qui vont rester encore plus bas que prévu, et les injections de liquidité qui ont plus que doublé, hein, donc deux facteurs baissiers pour le dollar qui se sont accentués. Alors, l'évolution possible de la politique monétaire américaine en 2013, on a deux possibilités, hein, plus de QE ou moins de QE. Encore plus de QE si les résultats de l'économie se font pas ressentir et que l'inflation reste contenue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si l'inflation dérape rapidement, hein, la Fed, elle touchera pas tout de suite au taux directeur, hein, ça c'est l'étude, hein, des déclarations des différents membres de la Fed et puis de Ben Bernanke lui-même, hein, qui nous le font dire, hein. C'est que si l'inflation dérape, avant de toucher à l'arme suprême du taux directeur, la Fed, hein, préférera baisser ses QE, hein, tout comme les QE et les taux directeurs, hein, ça peuvent être des facteurs baissiers pour le dollar, ça peut être des facteurs haussiers, hein, pour l'inflation, hein. Donc, elle préférera jouer sur le levier du QE, hein, si elle doit revenir en arrière sur sa politique monétaire, elle préférera jouer sur le QE et le baisser, hein, que d'augmenter le taux directeur, hein, si l'inflation devient hors de contrôle, hein. Mais a priori, hein, on a la Fed, hein, qui compte bien, hein, poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que ça ait finalement un impact, hein, sur l'économie, d'autant plus que si on en croit, si on suit les chiffres de l'inflation, hein, pour l'instant elle n'a pas à s'inquiéter de l'inflation, la Fed. Alors on va maintenant passer à quelque chose d'un peu moins, c'est très relié à l'actualité, hein, mais là on n'est pas là, hein, pour faire le point sur les négociations sur le fiscal cliff, hein. On a des dizaines de déclarations tous les jours, hein. On va faire un point sur qu'est-ce que c'est que le fiscal cliff, quels sont les tenants et les aboutissants, hein, et quelles sont les possibles conséquences pour les États-Unis. Alors qu'est-ce que le fiscal cliff déjà? Alors, on en entend beaucoup parler, hein, mais c'est en fait un alourdissement automatique de la fiscalité et des coupes automatiques dans les dépenses qui doivent entrer en vigueur automatiquement au début 2013, hein. Donc en gros, on a eu des mesures, hein, de coupes dans les impôts, des mesures de dépenses, hein, qui ont été prises pour la plupart sous Bush, qui vont arriver à échéance à la fin de l'année. C'est-à-dire que ces mesures, en leur temps, elles ont été votées pour une durée précise, et à la fin de l'année, hein, il y en a beaucoup en même temps, hein, qui arrivent à échéance. Donc, ce qui veut dire que si on fait rien, on va avoir pour en tout 600 milliards de dollars, hein, de coupe dans les dépenses et d'augmentation d'impôts, hein. Alors, on peut, d'un point de vue européen, on pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, hein. En Europe, tout ce qu'on cherche à faire, c'est des économies. Mais le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas vraiment le même fonctionnement. Eux, ils arrivent à garder la confiance des marchés avec une dette abyssale, hein. Donc eux, leur inquiétude, hein, c'est plutôt l'impact de ces coupes dans les dépenses et de ces hausses d'impôts sur leur croissance, hein. Et si on en croit les analystes, hein, ça pourrait mettre les États-Unis, hein, peut-être en récession en 2013. Donc le fiscal cliff, hein, c'est tout simplement la fin légale, hein, de mesures de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses de l'État, hein. Donc la fin de ces mesures, hein, ça veut dire des hausses d'impôts et des coupes dans les dépenses, hein, ce qui veut dire un possible impact sur la croissance, hein. Donc c'est tout simplement ça, hein. On en fait quelque chose de très compliqué, mais c'est légalement, on a des mesures qui vont arriver à échéance, et l'idée c'est de trouver des mesures pour prendre le relais, hein, des mesures qui seront échues début 2013, hein. C'est ça les négociations sur le fiscal cliff, c'est par quoi on va remplacer ce qui va se terminer à la fin de l'année. Le problème, c'est que on a la Maison Blanche qui est d'un côté, et puis la Chambre des représentants, hein, donc en gros le Parlement, hein. L'équivalent, je fais une simplification, hein, hurlez pas, hein, mais l'équivalent de l'Assemblée nationale, hein, le législateur, donc qui est à droite, hein, la Maison Blanche républicaine, la Chambre des représentants, la Maison Blanche démocrate, pardon, la Chambre des représentants républicaine. Et les républicains, dans les mesures à mettre en place, hein, eux, ils veulent faire des coupes dans les dépenses, et
les démocrates veulent des hausses d'impôts et le but du jeu c'est de trouver un compromis entre les coupes dans les dépenses et les hausses d'impôts. Donc c'est tout simplement ça le fiscal cliff, des mesures qui vont arriver à échéance fin 2013, fin 2012, donc début 2013. Et les négociations sur le fiscal cliff, c'est par quoi on va remplacer ces mesures qui étaient des soutiens à l'économie. On peut pas se passer automatiquement du jour au lendemain comme ça d'une béquille. Donc par quoi on va remplacer ces mesures qui seront légalement terminées à la fin de l'année. C'est ça toutes les négociations dont on entend parler en ce moment. Alors, si on n'a pas d'accord d'ici la fin de l'année et qu'on a les mesures qui vont arriver à échéance qui sont remplacées par rien du tout, qu'est-ce qui va se passer? On devrait avoir une chute drastique de la croissance américaine avec un risque de baisse du PIB. Donc un risque de baisse, pourquoi? Parce que en gros la commission budgétaire du Congrès estime que la croissance 2013 serait, si on remplace pas les mesures qui vont se terminer fin 2012, serait d'à peine 0,5%, alors que on prévoit en dehors de la fin de ces mesures, normalement une croissance de 4,4%. Et quand on a une prévision de croissance pour 2013 de 0,5%, la marge d'erreur avant qu'on entre en récession, elle est faible. Donc ça mettrait les États-Unis en risque de retour en récession pour l'année prochaine. Et le FMI est allé encore plus loin. Le FMI a été assez dramatique et a déclaré que si les États-Unis ne résolvaient pas le fiscal cliff, ils pourraient perdre leur position de leader mondial, sous-entendu d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue politique. Le FMI a été assez alarmiste au sujet du fiscal cliff et a vraiment considéré que ça serait une catastrophe, qu'on trouve pas d'accord à ce sujet. Alors, autre conséquence concrète, on pourrait avoir une dégradation de la notation américaine, sachant que Standard & Poor's a déjà dégradé le pays. Ce qu'il faut savoir, notamment dans l'actualité du jour, c'est que le secrétaire d'État au Trésor américain, donc en gros, si on veut encore une fois comparer à l'Europe, le ministre des Finances américain, Tim Geithner, a justement parlé de ça aujourd'hui et a mis en garde contre une dégradation des agences de notation si on n'avait pas de solution pour le fiscal cliff. Alors c'est paradoxal parce que finalement si on résout pas le fiscal cliff, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter les revenus de l'État et on va baisser les dépenses. Ça devrait plaire aux agences de notation, mais bon, vu qu'elles prennent aussi en compte la croissance, elles se disent que l'un dans l'autre, il vaut mieux que les États-Unis dépensent plus et fassent moins payer d'impôts mais génèrent de la croissance, plutôt que les États-Unis se retrouvent en récession mais économisent de l'argent et augmentent leurs revenus. Donc on a concrètement des risques de dégradation des agences de notation en cas de non-résolution du fiscal cliff. Mais l'impact sur le dollar, il est difficile à évaluer. Pourquoi je prends l'exemple du début de la crise des subprimes, où le dollar a été privilégié à cause de son rôle de valeur refuge, grâce à son rôle de valeur refuge, alors que les États-Unis étaient en première ligne. Et pour ceux qui ont suivi l'euro-dollar aujourd'hui, ça se confirme d'ailleurs parce que on a vu que l'euro-dollar, alors j'ai pas de graphique là ouvert, vous en avez sûrement sous les yeux, mais on a vu que l'euro-dollar en fin d'après-midi a cassé les 1,32. Et alors peut-être que vous n'avez pas les sources d'informations adéquates, mais cette cassure des 1,32, elle correspond à des déclarations justement du président de la Chambre des représentants qui se déclare confiant quant à la possibilité d'avoir un accord d'ici la fin de l'année. Alors le président de la Chambre des représentants qui se déclare confiant sur un accord, ça veut pas dire qu'il va y avoir un accord, d'autant plus que la Maison Blanche a rétorqué juste après que pour l'instant, les propositions qu'Obama a faites, elle les considère bien, alors que les républicains les considèrent comme non équilibrées. Encore une fois, l'objectif c'est pas de rentrer dans les détails des négociations actuelles. On a dit schématiquement, les démocrates ils veulent plus d'impôts, les républicains ils veulent moins de dépenses.
Donc toutes les discussions qu'on peut voir dans la presse, ça tourne autour de ça. Mais ce qu'on peut noter, c'est que on a eu une information positive quant à la résolution du fiscal cliff cet après-midi, et ça nous a fait monter l'euro. Au lieu de ça nous a fait, et si ça fait monter l'euro au dollar, ça fait baisser le dollar. Donc finalement, on a une réaction assez paradoxale. On a encore une fois le rôle de valeur refuge du dollar. Cette fois, il en pâtit, mais qui est mis en lumière. On a le fiscal cliff, le marché se dit le fiscal cliff est en passe d'être résolu, et c'est le dollar qui baisse. Pourquoi? Parce que du coup, on a moins besoin de protection, moins besoin de se sentir protégé, investi dans la valeur refuge qu'est le dollar, vu que va pas y avoir de fiscal cliff. C'est encore une fois assez paradoxal, c'est une situation qu'on retrouve quasiment exclusivement sur l'euro-dollar, vis-à-vis de la situation aux États-Unis. La schématique, c'est que les États-Unis, c'est peut-être le principal moteur de l'économie mondiale, et si les États-Unis vont pas bien, la croissance mondiale va pas bien, et dans ces cas-là, les actifs spéculatifs vont pas bien, et l'euro c'est considéré comme un actif spéculatif. Donc paradoxalement, quand on pense que les États-Unis vont aller mal, au lieu de sanctionner le dollar, on va se protéger sur le dollar, parce qu'il est considéré comme une valeur refuge. Et une valeur refuge, pour schématiser encore une fois, c'est un actif dont on se dit, quoi qu'il arrive, il vaudra toujours quelque chose. L'or, c'est un autre exemple par excellence, mais le dollar, c'est également une valeur refuge star, pour plusieurs raisons, parce que le pétrole s'achète en dollars, parce que il y a énormément de choses qui sont livrées en dollars, et parce que dans l'imaginaire collectif, les États-Unis, ça tombera jamais. Donc on a le dollar qui est considéré comme une valeur refuge, et ça s'est vérifié cet après-midi, quand on a vu que sur perspective d'une résolution du fiscal cliff, c'est pas le dollar qui est monté, c'est l'euro. Alors on me dit pour le fiscal cliff, qui ménage qui? Obama est bien mal parti, très difficile pour lui. Là, en gros, bon, j'ai quelques chiffres qu'on va voir après. Donc est-ce qu'un accord est envisageable avant la fin du mois? Aux dernières nouvelles, pas d'accord en vue. Bon, il y a une petite mise à jour à faire avec cet après-midi, mais ça on en a tous les jours, on est proche d'un accord, non on n'est pas proche d'un accord, il faut que les uns fassent un pas en avant, il faut que les autres fassent un pas en avant. Ça c'est vraiment des discussions tout au long de la journée, depuis des semaines. Mais ce qu'on peut dire, c'est que des avancées sont faites des deux côtés, et pour l'instant il n'y a pas de réelle perspective d'un accord. Aux dernières nouvelles, les démocrates proposent 1300 milliards de dollars de taxes supplémentaires, et 930 milliards de dollars de réduction de dépenses, tandis que les républicains ils veulent 1000 milliards de réduction de dépenses et 1000 milliards de taxes. Donc l'idée c'est d'équilibrer tout ça. Bon, la discussion du moment, c'est comme en France, taxer les très riches. La Maison Blanche voudrait voudrait augmenter les taxes pour tous les gens qui gagnent plus de 250 000 dollars par an. Les républicains veulent que ça concerne uniquement que ceux qui gagnent plus de 1 million de dollars par an. Bon, après là on rentre vraiment dans le détail, c'est plus de l'analyse de ce qui se passe, ça devient vraiment de l'actualité. Mais c'est vrai que c'est des négociations qui sont difficiles, ils ont du mal à trouver un juste milieu. Pour tout vous dire, les échanges du jour, c'était Obama qui disait j'ai fait des propositions équilibrées, les républicains qui disaient les propositions d'Obama sont pas raisonnables, le porte-parole de la Maison Blanche qui répond mais non, c'est les propositions des républicains qui sont pas raisonnables. Bon, c'est de la négociation quoi en gros, et pour l'instant on n'a pas de perspective sûre, mais pour reparler de cet après-midi, on a clairement eu un impact fortement haussier sur l'euro-dollar, quand on a pensé que on allait avoir peut-être un accord sur le fiscal cliff avant la fin de l'année, mais rien n'est encore sûr, d'autant plus que si on en croit les derniers débats, les dernières escarmouches entre républicains et démocrates, c'était sur le plafond de la dette américaine, il y a maintenant quelques mois. Ils ont vraiment attendu le dernier moment pour trouver un accord.
Donc là, on a quand même le risque de ne pas arriver à un accord avant le 31 décembre, et peut-être qu'ils trouvent un accord au pied du mur, au début du mois de janvier, ou alors pas d'accord du tout, et là on pourrait avoir les conséquences dont on a parlé précédemment. Alors, on va terminer le webinaire de ce soir avec un point sur l'union bancaire européenne. C'est aussi un des grands sujets du moment, et c'est aussi un sujet qui peut être lié à l'actualité récente. Alors, qu'est-ce que l'union bancaire? C'est un projet en 4 étapes qui est destiné à se poser comme un rempart contre les futures crises de l'Europe. L'union bancaire, ça fait partie des leçons tirées par l'Europe de la crise. Donc ça comporte 4 volets. La supervision bancaire commune, encore une fois on va rentrer dans les détails théoriques après, la supervision bancaire commune, l'harmonisation des règles prudentielles. Les règles prudentielles, c'est combien de fonds propres doivent avoir les banques, un cadre européen unique pour le redressement des banques en difficulté et la gestion des faillites bancaires, qu'on soit tous d'accord au niveau européen sur la manière de gérer quand une banque est en faillite, et puis l'harmonisation des systèmes de garantie des dépôts. On sait que dans tous les pays de la zone euro et de l'Europe, il y a des garanties des dépôts, c'est-à-dire que quand une banque fait faillite, les clients de cette banque qui ont des dépôts dans cette banque sont assurés de récupérer leurs dépôts à hauteur de tant de milliers d'euros. Donc on a des règles qui sont différentes, et il s'agirait d'harmoniser ces règles à l'échelon européen. Donc voilà les 4 volets. Et ces 4 volets, c'est notamment destiné à permettre au MES de refinancer directement les banques. Donc on va rentrer dans le détail tout de suite. Alors j'attends que sur vos écrans les diapositives passent. Ouais, j'ai un petit décalage, c'est pour ça. Donc alors, pourquoi cette union bancaire? À quoi ça sert? Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de l'euro, elle est en grande partie due au problème des banques. Encore une fois, la crise de l'euro n'est pas due qu'au problème des banques. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Alors, on me demande si le fiscal cliff est pricé et qu'on va vendre la nouvelle. Ça me fait penser à une affirmation de votre bien-aimé Nicolas Chéron que j'ai vu sur les news en live de DailyFX. Fiscal cliff pricé. Alors qu'est-ce qui serait pricé déjà? Est-ce que c'est la résolution ou la non-résolution du fiscal cliff? Moi, ce que je peux dire à ça, c'est que finalement, c'est peut-être pas complètement pricé, vu que on a eu une nette réaction de l'euro cet après-midi, lorsqu'on a eu des déclarations qui vont dans le sens d'un accord sur le fiscal cliff. Et encore une fois, il y a une petite expérience qui parle. Je prends l'exemple de la dernière réunion de la Fed. On le savait que la Fed allait annoncer 45 milliards de dollars d'actifs supplémentaires. On le savait quasiment à 100% qu'elle allait changer la guidance sur les taux, qu'elle allait dire que elle garderait les taux à zéro jusqu'à ce que le taux de chômage descende sous les 6,5% au lieu de mi-2015 avant, et pour autant on a eu quand même un impact haussier sur l'euro. Alors, est-ce qu'il faudra, quand on aura un accord sur le fiscal cliff, est-ce qu'il faudra vendre de l'euro? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que l'euro, pour l'instant, il est sur des niveaux très élevés. On a pointé au-dessus des 1,32-35 aujourd'hui. On a les sommets du mois de mai. Alors je fais tout de tête, qui sont sur les 1,32-85, je crois. Au-dessus, on a un autre sommet du mois de mars, il me semble, sur les 1,3370, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on peut dire, par contre, sur l'euro, c'est que l'euro est très élevé, et que peut-être le marché saisira la moindre occasion pour
le faire corriger. Je sais que Nicolas Chéron est plutôt baissier également sur l'euro. Ça serait également plutôt mon avis à moyen long terme, même si l'actualité récente me donnerait tort. Bon, est-ce que le fiscal cliff est pricé pour l'euro-dollar en tout cas? Oui et non. J'aurais envie de dire que ça a été, on se dit dans un certain sens ils pourront pas ne pas trouver d'accord, mais ça nous a pas empêché d'avoir un impact nettement haussier et de casser les 1,32 quand on a pensé cet après-midi qu'il allait y avoir un accord sur le fiscal cliff. Donc là, je me risquerai pas à répondre. On me demande est-ce que l'euro-dollar va continuer vers les plus hauts grâce aux aides apportées à la Grèce. Non, pas grâce à ça. Ça date déjà un petit peu. Comme je vous l'ai dit, c'est réglé à peu près depuis le 27 novembre. Ensuite, on a eu l'opération de rachat de la dette grecque qui s'est terminée le mardi 11 décembre. Donc là, ça devient quand même, du pas du réchauffé, mais ça devient, ça remonte un peu plus loin dans le temps. Si l'euro continue à monter, ça sera peut-être plus en raison du fiscal cliff que en raison de la Grèce. Ce que je peux dire sur l'euro, c'est que à ce stade, on peut plus trouver à court terme de résistance avant de regarder les sommets du mois de mai sur les 1,3285. Moi, j'aime bien trader en fonction des niveaux importants. Et ce que je sais, c'est que là, il n'y a pas de point de friction. Il n'y a pas de point de friction potentiel sur l'euro avant les 1,3285. Bon, maintenant, on en est plus loin. On en est à une cinquantaine de pips. Mais il est d'après moi envisageable qu'avant qu'on se mette à baisser sur l'euro, on puisse toucher les 1,3285. Ça c'est envisageable. Alors c'est pas du tout un conseil, mais c'est mon avis. Effectivement, si on regarde les graphiques, faut remonter sur les graphiques journaliers pour trouver des potentielles résistances sur l'euro, et il y en a pas avant les 1,3285. Donc en me basant là-dessus, je me dis qu'effectivement l'euro peut effectivement continuer à monter un peu, mais ça aura pas de rapport là avec l'aide à la Grèce en tout cas. Alors je reviens à l'union bancaire. Donc la crise de l'euro, elle est en grande partie due au problème des banques. L'ancienne logique, c'était que les banques d'un pays sont en difficulté, le pays renfloue les banques, le pays s'endette pour renflouer ses banques et du coup est attaqué sur les marchés. On a en gros un phénomène de transfert des problèmes des banques aux États. L'idée de l'union bancaire, c'est de régler les problèmes des banques au niveau européen pour éviter cette situation, c'est court-circuiter les États dans la gestion des banques. Le paramètre ultime, l'idée ultime de l'union bancaire, c'est de permettre au MES, le MES c'est le successeur du FESF, c'est le mécanisme européen de stabilité. C'est là-dedans qu'on pioche maintenant s'il faut faire des plans d'aide. Si par exemple on doit faire un plan d'aide à l'Espagne, c'est dans le MES qu'on va piocher. Et l'objectif ultime de l'union bancaire, c'est de mettre un cadre qui puisse mettre tout le monde d'accord et qui fait que tous les pays de la zone euro seront d'accord pour qu'on puisse piocher dans le MES pour aider les banques de la zone euro. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de différence entre la gestion, les règles suivies par les différentes banques de la zone euro pour que les dirigeants de la zone euro soient tous d'accord, pour qu'on puisse piocher dans l'argent commun pour aider les banques de n'importe quel pays de la zone euro. Donc l'idée ultime c'est de pouvoir au lieu que quand une banque est en difficulté, ça s'appelle à l'état duquel il dépend, et que du coup cet état s'endette et ensuite soit attaqué, qu'on aille régler ça directement à l'échelon européen et que ça soit le MES qui renfloue les banques, ou qui décide de les mettre en faillite, qui décide de les redresser, enfin que tout ça se passe à l'échelon européen, qu'en gros les États se préoccupent plus, encore une fois c'est schématisé, mais l'idée c'est que les États se préoccupent plus des problèmes des banques pour qu'il n'y ait plus de risque de transfert des problèmes des banques vers les États, parce que l'Europe, il y aurait un phénomène comment dire, on est plus fort ensemble que de manière isolée. Si un pays doit s'endetter fortement pour aider une banque, ça peut ne pas plaire au marché, tandis que si c'est le MES, donc toute la zone euro qui
aide une banque, hein, on se dit bon bah il y a toute la zone euro derrière, hein, c'est quand même moins grave, hein. L'idée c'est un peu ça. Donc l'objectif de l'union bancaire, c'est de mettre le cadre nécessaire pour qu'on puisse recapitaliser directement les banques à l'échelon européen, hein, que ça soit en gros l'Europe au lieu des États, hein, qui renflouent les banques. Donc la première étape de cette union bancaire, c'est la supervision bancaire unique par la BCE. C'est là on a dans l'état actuel, on a pour tous les pays une autorité bancaire nationale, hein, qui supervise les banques, qui surveille les banques, qui établit des règles prudentielles de fonds propres, hein, pour les banques. L'idée là, ça serait de transférer ce rôle auprès de la BCE. C'est la première étape, hein, de la supervision bancaire qui, encore une fois, je le rappelle, hein, mènera au refinancement des banques, hein, par le MES. Donc on a eu des accords le 13 décembre, la BCE supervisera les banques européennes les plus importantes, hein. C'est ce qu'on peut appeler un accord à minima. On a environ 6000 banques, hein, au sein de la zone euro, et l'accord du 13 décembre prévoit de superviser 150 à 200 banques, hein. En fait, l'accord du 13 décembre, hein, prévoit de superviser les banques qui ont des actifs supérieurs à 30 milliards d'euros ou qui représentent plus de 20% du PIB de leur pays d'origine, hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la supervision bancaire, c'est le premier pas en avant dans cette union bancaire en 4 étapes, hein, et que c'est considéré par l'Allemagne comme un préalable indispensable à la possibilité de refinancement des banques par le MES, hein. Ça veut dire que quand on aura cette supervision bancaire par la BCE en place, hein, on va pouvoir commencer à envisager les recapitalisations bancaires par le MES, hein. Ensuite, une fois qu'on aura ça, hein, le reste, hein, l'harmonisation des règles sur la gestion des faillites, l'harmonisation des règles sur les garanties des dépôts. Bon, ça c'est pas grand chose, hein, à côté de la supervision bancaire, hein. Le reste, ça sera un peu des détails, hein, mais la supervision bancaire unique, hein, c'est un peu ce qui était le plus dur à faire passer, et ça a été dur à faire passer, hein, comme on va le voir. Donc les détails de cette supervision bancaire, hein, suite aux accords du 13 décembre, on a les banques concernées, comme je l'ai dit, hein, c'est les banques qui ont 30 milliards d'euros d'actifs ou qui représentent 20% de leur PIB, 20% du PIB du pays d'origine. Au niveau des pays concernés, on n'a pas que la zone euro, on a en fait toute l'Union européenne, sauf le Royaume-Uni, la Suède et la République tchèque, hein. C'est important, hein, ça, qu'on ait toute l'Union européenne, parce que du coup, hein, ça donne encore plus de force au mécanisme, hein. Donc bien sûr, après, dans les faits, il faudra savoir dans quelle mesure le MES, hein, qui est un mécanisme de la zone euro, pourra ou ne pourra pas intervenir, hein, pour les banques, hein, de l'Union européenne hors zone euro, hein. Ça, c'est des détails qui n'ont pas vraiment encore été, hein, vraiment été mis en place, hein, mais c'est une bonne chose, hein, que ça concerne toute l'UE au lieu de uniquement la zone euro, hein. De toute façon, hein, tout ça, ça fait partie d'un plus large projet d'intégration européenne, hein. Les États-Unis d'Europe, hein, c'est le but ultime. Bon, ça aurait des bons et des mauvais côtés, hein. Je vais pas rentrer dans les détails philosophiques, mais c'est clair que si on avait eu les États-Unis d'Europe, hein, la crise, hein, qu'on vit depuis maintenant 3-4 ans, hein, elle se serait pas passée pareil, et elle aurait certainement été résolue beaucoup plus facilement, hein. Donc au niveau de l'organisation de cette supervision unique, comment ça va se passer? Alors on va avoir en gros un conseil indépendant, hein, qui va être créé au sein de la BCE. Alors j'ai quelques notes, hein, je les reprends, hein, pour vous donner des détails, parce que c'est quand même quelque chose, bon, pas de compliqué, hein, mais qui comporte de multiples détails. Donc on va avoir un conseil de supervision qui sera créé au sein de la BCE et qui devra prendre les décisions importantes au sujet de la supervision bancaire, hein. Dans ce conseil de supervision, on aura des représentants des superviseurs nationaux, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des superviseurs nationaux, donc on aura un conseil au sein de la BCE composé de représentants de ces superviseurs nationaux, de 4 membres de la BCE, et puis un président et un vice-président. Donc ça sera vraiment en quelque sorte, hein, un conseil vraiment indépendant, hein, au sein
de la BCE. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un deuxième conseil pardon, qui sera mis en place, hein, parce que les décisions, alors faut suivre un peu là, les décisions du conseil de supervision bancaire, les décisions en gros de l'organe qui s'occupera de la supervision bancaire au sein de la BCE, et elles devront être validées par le conseil des gouverneurs de la BCE, hein, ceux qui décident de la politique monétaire. Et s'ils sont pas d'accord, si le conseil de supervision et le conseil des gouverneurs de la BCE sont pas d'accord, il y a un troisième conseil qui intervient, hein, et qui tranchera, hein, dans les décisions, hein. Donc on voit bien que on peut soulever un problème déjà ici. Si on pense déjà à d'éventuels conflits entre le conseil de supervision et le conseil des gouverneurs de la BCE, est-ce qu'au final c'est pas plutôt une mauvaise idée, hein, de mettre cette supervision bancaire, hein, dans les mains de la BCE? On va le voir après, hein, mais il y a certaines personnes, hein, qui estiment qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, hein, entre la politique monétaire, hein, qui est la prérogative principale de la BCE, et cette nouvelle prérogative de supervision bancaire, hein, qui va être assuré par la BCE. Mais la supervision bancaire, en gros, hein, c'est la capacité de surveiller les banques, hein, c'est le droit de regard sur les banques, hein, est-ce qu'elles respectent bien les règles, est-ce qu'elles respectent pas les règles, est-ce qu'elles sont au bord de la faillite, est-ce qu'elles sont pas au bord de la faillite. C'est la même chose, hein, que ce que fait la zone euro avec les États en difficulté. Un État est en difficulté, par exemple comme la Grèce, hein, on lui prête de l'argent, on l'aide, mais en échange, hein, on lui dit quoi faire, on lui dit voilà, tu montes les taxes, voilà, tu réduis les salaires des fonctionnaires, etc., hein. Donc la supervision bancaire, c'est ça à l'échelle des banques, hein. On pourra surveiller les banques, voir si ça déraille, leur imposer des mesures si ça déraille. L'application de ces mesures, hein, de l'application de ces mesures dépendront d'éventuelles aides. Si on veut essayer de faire une analogie entre ce qui se passe entre la Grèce et la zone euro, c'est ce qui se passera entre les banques et la BCE avec la supervision bancaire, hein. C'est la capacité de surveiller, d'imposer des choses aux banques, et puis de faire en sorte, hein, qu'elles déraillent pas, hein, d'essayer d'agir en amont, hein, au lieu d'attendre, hein, que les banques, veuillent bien dévoiler leurs chiffres, hein, et qu'elles disent bon bah voilà, ça y est, on est au bord de la faillite, faut nous aider, ou alors on a tous nos clients qui perdent des millions d'euros, hein. Donc l'idée c'est d'éviter ce genre de situation en permettant à la BCE, en clair, hein, de s'immiscer dans la gestion des banques. Donc dans les faits, on a ça qui sera mis en place au 1er janvier 2014, hein, parce qu'il faut le temps à la BCE pour pouvoir s'organiser à ce niveau-là. Ça c'est ce qu'on entend, hein. Alors, on me dit que le son est un peu faible, j'ai peut-être éloigné le micro, hein. Je le rapproche, hein, peut-être aussi que vous pouvez augmenter le son de votre ordinateur, hein. Je vais essayer de parler un peu plus fort, hein. Donc au niveau de l'entrée en fonction, hein, on aura ça pour le 1er mars 2014, hein. Alors les critiques de cet accord sur la supervision bancaire, quelles sont-elles, hein? Ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des banques européennes, elles seront dehors du giron de la BCE. On a dit qu'il y avait plus de 6000 banques, hein, dans la zone euro, et que finalement, hein, ça allait concerner 150 à 200 banques, cette supervision bancaire, hein. Donc première critique, on va avoir, hein, une minorité des banques, hein, même si c'est les plus importantes qui seront concernées, qui seront en dehors de la supervision de la BCE. Or, on sait que les banques, hein, notamment les crises bancaires, hein, de ces dernières années, nous ont montré que les banques étaient très liées les unes aux autres, hein. Et ça, on s'en rend compte que quand ça dégénère. Notamment, on peut prendre le cas de l'Islande, hein, et puis aussi, hein, le cas de l'affaire Fortis, hein, où on a eu, hein, des intérêts nationaux, hein, qui passaient avant l'intérêt général. Donc du coup, hein, on a le risque, hein, que, en gros, hein, si on veut encore une fois résumer, hein, c'est pas se perdre dans les détails, le fait que la BCE supervise que les grosses banques, ça veut dire que les problèmes des petites banques, hein, pourront peut-être être camouflés au niveau national jusqu'à ce que ça dégénère, et que ça ait un impact sur les grosses banques, et que la patate chaude, hein, soit refilée à la BCE, et que du coup elle ait pas pu agir en amont. Donc première critique,
Il y a des risques effectivement, même si les risques sont limités du fait que ça soit les petites banques qui sont pas dans le giron de la BCE. Il y a quand même des risques en provenance de ces banques et ça c'est donc une mauvaise chose hein, que toutes les banques hein, ne soient pas dans le giron de la BCE. Il y a aussi des risques, comme on l'a dit, hein, de conflit d'objectifs au sein de la BCE qui aura deux prérogatives, hein, des prérogatives de politique monétaire et des prérogatives de supervision bancaire. Hein. Jusqu'à présent, la BCE elle avait pour unique obligation d'assurer la stabilité des prix. Hein. Ça c'est le mandat officiel de la BCE, elle doit assurer la stabilité des prix. Maintenant, elle devra faire face à un conflit d'objectifs hein, qui est dû à la surveillance. Donc on va avoir des questions qui vont apparaître hein, du style comment la BCE elle va décider si l'inflation décide une augmentation des taux d'intérêt, mais que c'est justement hein, ces taux qui peuvent faire effondrer leurs banques. Hein, parce qu'il faut savoir que les banques hein, elles se financent auprès de la BCE. La BCE leur prête de l'argent, elle dépose de l'argent auprès de la BCE. Donc en gros, hein, quand la BCE augmente son taux directeur, ça peut mettre à mal les banques. Hein. Donc comment est-ce qu'elle va le trouver, comment est-ce qu'elle va éviter les conflits d'intérêts quand elle va devoir en même temps gérer la stabilité des banques et en même temps gérer les taux d'intérêt qui pourraient mettre à mal les banques. Hein. Est-ce qu'elle va pas se dire si jamais l'inflation nécessite une augmentation des taux d'intérêt, est-ce que la BCE va pas se dire bah tiens oui j'aimerais bien augmenter les taux d'intérêt pour contenir l'inflation, mais en même temps je peux pas trop le faire parce que sinon je vais mettre à mal les banques hein, qui sont aussi de ma responsabilité. Donc du coup, hein, il y a clairement un conflit d'objectifs, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt, hein, qui peuvent avoir un impact sur le coût de financement des banques. Mais pour autant, hein, c'est l'outil principal de la BCE. Il faut qu'elle puisse rester libre au niveau du taux d'intérêt. Donc déjà rien que là-dessus, il y a un conflit d'intérêt. Hein. Donc je le résume encore une fois, ce conflit d'intérêt. Si l'inflation dérape, la BCE doit augmenter les taux pour contenir cette inflation. Mais si dans le même temps hein, les banques sont en difficulté et que la BCE augmente les taux, et ben ça va mettre ces banques encore plus en difficulté. Ça pourrait un peu lui lier les mains. Elle pourrait être pas libre en gros de sa politique monétaire. Elle pourrait ne pas avoir toute la latitude hein, pour remplir son premier mandat qui est la stabilité des prix via notamment hein, le taux d'intérêt directeur. Hein. Voilà, on peut du coup c'est ça le problème, hein, c'est que la BCE va devoir hein, surveiller les banques, s'assurer que les banques sont en bonne santé et des fois elle va devoir prendre des décisions pour la stabilité des prix qui seront pas forcément hein, dans le sens hein, de maintenir les banques en bonne santé. Donc il y a clairement un conflit d'objectifs avec le fait que ça soit la BCE qui supervise les banques. La troisième critique de cet accord, hein, elle est essentiellement politique, c'est le fait qu'on a bien compris que c'était un accord, hein, en gros, taillé presque sur mesure pour l'Allemagne. Hein. Ce que voulait surtout pas l'Allemagne, c'était que ses caisses d'épargne rentrent dans le giron de la BCE. Hein. Elle veut en gros que les problèmes de l'Allemagne restent en Allemagne. Et l'Allemagne, hein, elle aime pas beaucoup que y en ait d'autres hein, qui fouillent dans ses finances. Hein. Bon, à la limite, s'il y en a une qui a le droit, s'il y a un pays de la zone euro qui a le droit d'avoir ce comportement, c'est bien l'Allemagne, hein, vu que c'est les plus solides, hein, c'est ceux qui ont causé le moins de problèmes. Mais ça reste quand même hein, quelque chose d'assez négatif, hein, le fait que on ait bien compris que cet accord, hein, ça soit un accord allemand, hein, ça soit un accord hein, principalement guidé par la volonté de l'Allemagne. En gros, hein, s'il n'y avait pas la volonté de l'Allemagne, on aurait eu toutes les banques hein, de la zone euro et peut-être même de l'Union européenne hein, qui auraient fait partie hein, de la supervision bancaire. Si ça n'a pas été le cas, hein, c'est essentiellement à cause de l'Allemagne. Hein. On a le numéro 2 de la zone euro, la France, hein, et notamment son ministre des Finances, hein, Pierre Moscovici, qui était fortement favorable au fait que la BCE hein, supervise l'ensemble des banques de la zone euro, ce qui aurait été une bonne chose. Hein.
Bon, il est aussi fortement favorable aux euro-obligations. Il est un peu favorable à tout ce qui concerne la mise en commun, de certaines choses en Europe. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça va à l'encontre de la volonté allemande. Donc voilà les trois critiques. La majorité des banques, les petites banques, elles resteront en dehors du giron de la BCE, ce qui peut supposer que ces petites banques peuvent avoir des problèmes qui arriveront aux oreilles de la BCE que quand ça aura vraiment dérapé, et qui pourrait in fine avoir des conséquences sur les grosses banques gérées par la BCE. Il y a des possibilités de conflit d'objectifs entre les prérogatives en termes de stabilité des prix de la BCE et les nouvelles prérogatives de supervision bancaire de la BCE. Et puis il y a aussi le problème politique du fait que c'est pas complètement un accord européen, vu que l'Allemagne a clairement freiné sur le fait que cet accord sur la supervision bancaire concerne toutes les banques de la zone euro. Voilà, on a maintenant fait le point sur ces quatre sujets. J'espère que j'ai été clair. C'était le but justement d'être un peu clair sur ces quatre sujets. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition là, donc n'hésitez pas s'il y a quelques points que vous souhaiteriez éclaircir. Si ça demande trop d'explications, ça générera peut-être d'autres sujets. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Fed, ça je vous l'ai dit, dans un mois on fera un point complet sur le fonctionnement de la Fed, qui finance la Fed, comment a été créée la Fed, comment les décisions sont prises au sein de la Fed, d'où vient l'argent que la Fed dépense pour ses QE. Tout ça on le fera dans un webinaire spécialisé sur la Fed. Mais en ce qui concerne l'union bancaire, les accords sur la Grèce, etc., si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il y a quelqu'un qui me dit qu'il reste perplexe sur la solvabilité de la BCE parce que ses moyens ne sont pas illimités. Vous parlez bien de la BCE ou vous parlez de la Fed? Oui, vous me parlez des achats d'obligations de la BCE, donc oui, vous parlez bien de la BCE. Donc oui, la BCE, on peut s'inquiéter de sa solvabilité, oui et non. La BCE, elle est globalement bien gérée. On n'a pas tous les détails de la gestion de la BCE, mais Mario Draghi a l'air d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc sur cette base, moi je dirais que la BCE fait pas spécialement n'importe quoi, et surtout la BCE elle aurait pu faire des choses beaucoup plus spectaculaires pour pouvoir intervenir dans la crise de la zone euro, et elle les a pas faites justement pour pas trop alourdir son bilan. La BCE, contrairement à la Fed, elle surveille quand même son bilan. Elle fait plus attention à ses dépenses, donc on pourra éventuellement s'inquiéter de la solvabilité de la BCE. Ça sera peut-être un sujet qui reviendra sur le tapis lorsqu'il sera question en fin 2013, début 2014, peut-être d'effacer une partie de la dette grecque, et donc que la BCE va devoir s'asseoir sur une partie de ce que la Grèce va lui devoir. Mais bon, c'est vrai que le sujet de la solvabilité de la BCE, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup sur les marchés. C'est pas quelque chose d'une manière générale qui a l'air d'inquiéter les marchés, contrairement à la solvabilité de la Fed. Le bilan de la Fed, il va bientôt atteindre les 4000 milliards de dollars. Ça, c'est un bilan inquiétant sur lequel on aura le temps de revenir lors du prochain webinaire macroéconomique qui concernera le fonctionnement de la Fed.
Ok, très bien. Alors pour terminer simplement, je précise un petit peu que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas des choses qui servent à proprement parler pour le trading sur le forex, hein. C'est des choses qui sont intéressantes parce que ça permet de comprendre le contexte. C'est des choses qui permettent ensuite de resituer dans le contexte certaines news qu'on peut avoir au fil de la journée et d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ces news. Mais j'en profite hein, pour vous parler encore une fois hein, de l'accès premium hein, qu'on diffuse sur Professeur Forex. C'est un site hein, indépendant, hein, enfin indépendant. C'est un site hein, qui est édité par Professeur Forex, mais qui a un accès par code avec un abonnement et qui diffuse hein, le service principal, c'est des informations en temps réel. Et par exemple, hein, cet après-midi, hein, les déclarations, vous regardez sur vos graphiques, hein, la hausse de l'euro-dollar, elle a commencé à 16h29 suite aux déclarations de Bunner, hein, le directeur, le directeur de la chambre, enfin le président de la Chambre des représentants américaine. Et ces déclarations, hein, on les a eues également à 16h29 hein, sur l'accès premium de Professeur Forex. Donc, ce qu'il faut pour faire de l'analyse fondamentale du forex, de l'analyse de l'actualité, c'est d'avoir d'un côté la compréhension du contexte général, hein, c'est ce qu'on a fait ce soir, et puis de l'autre côté, hein, il faut avoir les news au fur et à mesure de la journée, et c'est ce qu'on fait sur l'accès premium de Professeur Forex. Hein. Alors parmi vous, s'il y en a qui sont pas clients déjà chez FXCM, je vous rappelle que nos services, hein, et notamment l'accès premium, sont accessibles gratuitement à ceux qui ouvrent leur compte hein, chez FXCM. Donc si ça vous intéresse, hein, si vous voulez vous mettre sérieusement au trading, avec information et avec un bon broker, vous avez sur Professeur Forex hein, des offres de pack trader, hein, ce qu'on a appelé les pack traders. Je vais vous les mettre à l'écran. Voilà, hein, on a 3 packs hein, pour les dépôts à partir de 500 euros. On offre notre formation Université du Forex. Hein, vous avez eu un avant-goût avec la formation d'il y a 2 semaines hein, sur l'étude de tendance. Pour les dépôts à partir de 2000 euros, on offre la formation Université du Forex et également 1 an d'abonnement à notre accès premium, hein, les news en temps réel. Ensuite, hein, avec le pack Trader Pro pour les dépôts à partir de 5000 euros. Il y a la formation Université du Forex, il y a 1 an d'abonnement à l'accès premium, et il y a 3 heures de coaching en cours particulier, hein, sur des programmes faits sur mesure en fonction de vos forces et de vos faiblesses, hein, avec l'équipe Professeur Forex. Hein. Donc je profitais justement de ça hein, pour vous parler de l'importance hein, d'avoir des news en temps réel. Hein. Donc vous avez un outil sur DailyFX pour ça. Mais vous avez sur cet outil, moi je le suis souvent, hein, mais vous avez beaucoup l'avis des analystes de DailyFX. Ça parle beaucoup des mouvements des paires, des seuils importants, ça donne presque des conseils, donc c'est très intéressant. Mais l'accès premium pourrait être un complément idéal, hein, parce que sur l'accès premium, hein, justement, on parle pas beaucoup de technique, on parle vraiment de toutes les informations qui sont susceptibles de faire bouger les marchés, donc bien sûr les statistiques, mais surtout les déclarations hein, inattendues et pas prévues, hein, comme on a eu hein, les déclarations du président de la Chambre des représentants cet après-midi, qui ont fait largement décaler l'euro-dollar à la hausse. Voilà, après ce petit interlude, hein, je vais vous souhaiter définitivement une très bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Hein. Cette fois, ça sera toujours avec nous, Professeur Forex, mais pour de la formation hein, plus en trading, en analyse technique, hein. Et puis ensuite, hein, dans 1 mois, on repassera à l'analyse fondamentale et à la macroéconomie avec l'analyse hein, du fonctionnement de la Fed, hein, l'analyse du fonctionnement de la Fed, hein, qui sera sûrement très intéressant. Alors, on me parle hein, de détails hein, au sujet des services qu'on offre, hein, comment profiter du coaching, etc., etc. Alors, je vous invite hein, tout simplement le plus simple. Hein, là, vous avez notre site. Alors, je vais me mettre sur la page d'accueil. Hein. Vous avez un onglet Nous contacter ici. Voilà.
Vous appuyez là-dessus, vous tombez sur un formulaire de contact et puis on a directement votre email. Hein, vous nous écrivez un email. Donc si jamais vous avez ouvert un compte chez FXCM qui vous rend éligible aux séances de coaching, bah nous on a tous les listings, donc il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de passer par FXCM, vous nous contactez directement. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, et puis après on se met d'accord pour les séances de coaching, etc. De toute façon, nous à la base, à votre ouverture de compte ou à votre dépôt supplémentaire ou à votre demande, FXCM nous a informé, donc on va pouvoir vous retrouver dans nos listings. Donc contactez-nous directement pour prendre contact, pour qu'on mette en place vos séances de coaching. Ça se passe directement avec nous, ça se passe pas avec FXCM, même si c'est votre ouverture de compte FXCM qui vous y donne droit. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée à tous de la part de Professeur Forex, de FXCM et puis bien sûr de DailyFX qui nous accueille sur sa salle de trading live. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour de la formation en analyse graphique. Bonsoir à tous, au revoir.